Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Bac à Comics, épisode numéro 2 ou plutôt on va dire épisode 1.5. Si jamais vous avez été parmi nous lors de l'épisode 1 diffusé en live sur YouTube, vous avez peut-être souffert, en tout cas oui souffert ça c'est sûr, mais peut-être résisté et tenu jusqu'au bout. On a connu pas mal de galères techniques pour le premier épisode, donc on a fait quelques ajustements au niveau de la formule. C'est pour ça que vous allez normalement pouvoir apprécier ce numéro 1.5 dans son intégralité, sans aucune coupure, de façon tout à fait audible et, on l'espère, intéressante. Le Bac à Comics, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, déjà, c'est un podcast dans lequel je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux de mes compères de lescomics.fr. Je vous les présente, même si j'imagine que vous les connaissez déjà, et en tout cas, je l'espère. L'initiateur de ce podcast, je le rappelle et je le rappellerai peut-être à chaque fois, et parmi nous ce soir, il s'agit de Dramoun. Salut Dramoun, comment ça va ? Salut, ça va impec. En forme ? La forme, Parfait. je suis prêt. Impeccable. Et le troisième mousquetaire, même si on sait qu'ils étaient 4 et que cette expression ne veut donc rien dire, il est là aussi, on espère qu'il est chaud. Vous l'aimez, vous le détestez, vous aimez le détester ou vous détestez l'aimer, c'est Comics Grincheux. Salut Grincheux, comment vas-tu ? Salut, et écoute, ça va très très bien, je suis en forme. En forme pour grincher ou en forme tout court ? En forme tout court, je laisse la surprise. Parfait. Oh, ça tease, c'est bon ça. Donc, le Bac à Comics, c'est quoi ? Eh bien, en fait, Dramoun avait envie qu'on organise entre nous une petite discussion sur la VO, parce que c'est vrai qu'on parle très souvent de VF, étant donné que nous sommes un public francophone, mais on fait partie de ces gens qui lisent aussi des comics en anglais, donc en version originale, et on se dit que ça pourrait être sympa déjà d'en parler entre nous au-delà de la conversation qu'on a tous en commun au sein du collectif, et de pouvoir partager avec vous nos lectures récentes pour le coup, du mois en cours, ou du mois passé plus exactement, et donc on s'est dit on va se réunir, on va faire ça, et c'est donc le Bac à Comics. Alors en fait le concept est très simple. On visualise, pour vous donner une idée, vous imaginez en fait que lescomics.fr est un comic shop, en ligne ou pas, alors c'est imaginé, ça sera fictif, on n'est pas du tout dans cette optique-là, il n'y aura pas de site e-commerce sur lescomics.fr, mais voilà, on est sur le comic shop lescomics.fr et on a ce qu'on appelle un bac à comics, qui est un bac dans lequel on place nos abonnements, nos coups de cœur, ce qu'on a envie de lire, ce qui nous intéresse, et on s'est dit, on va faire chacun notre sélection de 3 titres des lectures du mois passé, et on va en parler déjà tous ensemble, avec vous, et puis surtout, l'intérêt c'est de savoir si, oui ou non, après lecture, on laisse ce comics dans notre bac, ou est-ce qu'on le dégage manu militari parce qu'on a été déçu, pas aimé, énervé, tout ce que vous voulez. Voilà, l'idée c'est de débattre un petit peu avec ça et de nous faire un petit peu part de notre coup de cœur, de nos coups de gueule, de nos sélections, de nos désélections, de nos abandons, de nos oublis. Bref, parler comics entre nous dans la bonne humeur, on l'espère en tout cas, et la mauvaise foi, c'est pas forcément dit, on va plutôt laisser ça au top des comics, parce qu'ils font ça très bien. Jay, si tu nous écoutes, on te passe le bonjour. Du coup, donc on enregistre cette émission et on fait aujourd'hui la sélection, on va parler de notre sélection de février. Si je ne dis pas de bêtises et si ma mémoire ne flanche pas trop, et on est pas mal. Je vous propose, messieurs, que nous démarrions tout de suite, alors avec le premier titre de Dramoun. Dramoun, quel est le titre que tu vas nous présenter en premier choix ? Je vais commencer par The Magic Order, édité chez Image Comics, écrit par Mark Millar avec les dessins d'Olivier Coipel. Yes. Alors, The Magic Order, c'était le numéro 6 en février, et j'ai choisi parce que c'était tout simplement le dernier numéro de cette mini-série. Enfin, mini-série, c'est pour vite dire, parce que on a appris il y a peu de temps qu'il y allait avoir une suite où Mark Millar est en pleine écriture dessus. Alors, The Magic Order, en fait, ça parle de magie. On n'est pas vraiment... on n'est pas dans la magie tour de cartes, etc. On est plus dans la magie, on va dire Harry Potter. Et pour le coup, c'est une série qui m'a vraiment emballé. Dans le dernier épisode, j'avais parlé de Prodigy, la dernière série de Mark Millar sur laquelle j'étais déçu et j'avais un peu tapé sur Mark Millar.
Mais The Magic Order me fait vraiment penser au travail qu'il a pu faire sur Jupiter's Legacy. Alors c'est pas aussi bon que Jupiter's Legacy, mais c'est du bon Mark Millar, c'est un bon rythme, c'est bien maîtrisé. On n'a pas le sentiment de juste lire un storyboard rempli d'actions et d'une intrigue bateau. Là, on a un peu plus de fond, un peu plus des personnages un peu plus travaillés, un peu plus développés. C'est ça qui est appréciable. Et si je l'ai pris, enfin si j'ai choisi ce numéro, c'est justement parce que je trouve que euh, on retrouve du bon Mark Millar, du Mark Millar qui, comment dire, qui a fait sa force dans ses belles heures, dans ses grandes années. Et maintenant, je suis un peu sceptique qu'il annonce une suite parce que j'ai un peu peur que ça fasse peut-être comme l'effet Jupiter's Legacy, Ouais. qu'on se retrouve avec une deuxième histoire, un deuxième tome, un peu pas au niveau du premier, et donc qu'on reste complètement sur notre fin. Donc ça me fait un peu peur. Autant ce premier tome, cette première mini-série est excellente. Les dessins d'Olivier Coipel sont majestueux, ils sont somptueux, pardon. Ils sont coipelesques. Mais c'est la folie, quoi. Et ceux qui ont eu la chance d'aller à Angoulême le voir ont dû, enfin les croisés à Angoulême ont dû prendre un grand plaisir, je pense, parce que c'est quand même quelqu'un qui est réputé pour être super, super sympathique et abordable. Donc, je pense il a dû en faire des heureux. C'est un truc que nous avait confirmé Jérém au niveau justement de la sympathie d'Olivier Coipel, puisqu'il est allé à Angoulême, lui, et il a pu, pendant qu'il faisait la queue, en fait, il attendait pour les dédicaces, et il nous a raconté que, effectivement, il avait pris le temps, il prenait le temps à chaque fois, il discutait un petit peu avec les gens, il avait pu, lui, Jérém, lui poser quelques questions, il avait répondu, hyper sympa. Enfin, c'est cool, quoi. Le mec a pas du tout... c'est pas du tout en mode on fait ça à la chaîne, on signe, je lève la tête à peine ou pas, et puis merci, ciao, bye, quoi. Donc c'est cool. C'est bien de rappeler aussi en fait que c'est un auteur qui est français, quoi. Donc En plus. donc c'est pas n'importe qui, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vraiment il fait un travail vraiment superbe sur le titre. Et du coup, j'ai aussi choisi cette série parce que elle va bientôt sortir en France. Elle sort en mai. J'allais poser la question justement. Il me semblait avoir vu passer un truc, ça sort chez Panini. Dans c'est du Millar World. C'est la collection Millar World, ouais. C'est le premier titre Millar World édité c'est édité par Image Comics, mais c'est édité par Netflix. C'est le premier titre de Millar. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Il y avait beaucoup d'attentes sur ce titre. Je pense qu'il a répondu aux attentes avec cette mini-série dans la globalité. Il y aura 2 éditions chez Panini en mai. Il y a une édition classique, enfin cartonnée comme d'hab, en couleur, et une édition en noir et blanc. Ah, Et El Famoso noir et blanc. je pense que les traits d'Olivier Coipel en noir et blanc, en tout cas certaines covers étaient en noir et blanc et je les trouvais vraiment très jolies. Je pense que le trait en noir et blanc doit être tout aussi appréciable. Après, personnellement, du coup j'ai lu en couleur et moi j'ai trouvé que les couleurs rendaient très bien et mettaient beaucoup de profondeur dans l'univers et dans l'ambiance du titre. Cool. J'ai une question avant Grincheux, si jamais, je sais pas si tu as lu toi Magic Order ou pas, et si tu veux en dire quelques mots. J'ai une question, du coup, tu disais donc le 6 qui est sorti là le 13 février, c'est le dernier de la mini-série, donc ça conclut la mini-série. Est-ce que, du coup, comme il a annoncé après une suite, alors sans spoiler, puisque je le rappelle bien évidemment, et je préfère vous prévenir tout de suite, si jamais il venait y avoir des spoilers, on vous prévient avant, histoire que vous puissiez être préservé si vous le souhaitez. Mais l'objectif du podcast, c'est de faire quelque chose qui soit sans spoiler. Donc voilà, n'ayez crainte, restez, partez pas, attendez, écoutez un petit peu. Du coup, ma question, c'est de savoir si est-ce que le 6 est la conclusion du coup de cette mini-série. C'est une vraie conclusion ou on a quand même une grande porte ouverte qui, en gros, dit attends, il y a la suite qui arrive et il va falloir que tu lises la suite. Ou est-ce que c'est un truc qui peut s'autosuffire comme c'était initialement annoncé? Tu dirais, toi? Moi, je trouve que ça peut s'autosuffire. Ok. Et après, il met assez d'éléments pour quand même avoir de la matière pour faire une suite, justement. Donc, je pense qu'il
il pourra largement s'appuyer encore sur certains personnages pour une suite et se baser sur, comment dire, sur certains éléments d'histoire. Mais enfin, ce premier tome, s'autosuffit. Cool, ok. Du coup, Grincheux, t'as lu toi Magic Order ou pas? J'ai commencé à lire Magic Order, j'ai lu les 2 premiers numéros. J'ai pas poursuivi pour une raison toute simple, c'est que je lis tellement de séries en parallèle que j'ai parfois tendance à oublier ce qui se passe. Et du coup, là, en fait, je vais me faire la série les 6 numéros d'affilée en fait, pour pouvoir Yes. mieux apprécier les choses. J'avais beaucoup aimé le numéro 1 parce que je retrouvais le Millard que j'aime bien. Celui qui est, comme disait Dramoun, qui se contente pas de faire un storyboard qui sera adapté après en série télé, mais celui qui a envie d'écrire quelque chose avec un univers. C'est pas d'une originalité folle, mais au moins les personnages ont une personnalité un peu travaillée. Du coup, ça change un petit peu de ce que Mark Millar a fait dernièrement. Enfin, moi, je suis vraiment pas fan de Mark Millar de manière générale, de toute façon. Mais là, c'était plutôt cool. Et puis, les dessins d'Olivier Coipel, ils arrachent un peu la tronche. Surtout que c'est plutôt bien parce que, Olivier Coipel, on l'a vu beaucoup sur du super-héros, donc sur des dessins qui sont quand même assez lisses. Et Magic Order est assez violent, parfois très cru il y a du sexe, il y a de la drogue. Du coup, c'est bien parce qu'on voit Olivier Coipel sous un nouveau jour. Et du coup, c'est un truc vachement appréciable, je trouve. Ah cool, ouais, donc même artistiquement, c'est Artistiquement, original et ouais, cool. Ça marche. Du coup, bon, je pense qu'il y a assez peu de place au doute, mais Dramoun, The Magic Order numéro 6, au niveau du bac, ça va dans le bac ou ça va pas dans le bac? Ça va dans le bac. Ok, ça marche. Merci Dramoun. Grincheux, premier titre pour toi? Alors, mon premier titre, comme ça, je vais pouvoir râler comme ça. Ce sera le Justice League numéro 17. Très bien, de Scott Snyder. Ouais, de Scott Snyder, exactement. Je sais plus si James Tynion 4 l'aidait, parce que des fois, il lui file des coups de main sur Justice League. Je sais plus si c'était le cas sur ce numéro, mais bon, c'est pas très grave. Pas au niveau de la sollicitation. Au niveau de la sollicitation, ouais, on est pas sur, non plus, sur du Scott Snyder à l'écriture et au dessin, Mark Morales et Walden Wong. Ouais, bon, c'est ça, c'est bien ce qu'il me semblait qu'il était tout seul sur cette affaire. Donc, la Justice League de Scott Snyder, pour replacer, je profite d'en parler puisque ça sort tout bientôt là en VF, sous le titre New Justice. Exact. Mais aux États-Unis, ça s'appelle bien Justice League. C'est donc la relance par Scott Snyder de la Justice League après les mésaventures causées par Brian Hitch et l'intermède de Christopher Priest qui était très très bon. Donc Scott Snyder revient et modifie en profondeur le roster des personnages, puisqu'il revient en fait au roster qu'on a eu dans le dessin animé de Bruce Timm. Donc avec un Green Lantern qui est John Stewart, avec Hawkgirl, avec Martian Manhunter qui est cette fois le chef d'équipe. Voilà, donc il y a pas mal de modifications. Le problème que j'ai avec la série, et ce numéro 17 le cristallise assez profondément, c'est le même problème que j'avais eu avec Snyder sur Batman Metal. C'est-à-dire que Scott Snyder s'amuse à un peu chier sur la gueule de pas mal de choses qui ont été élaborées dans l'univers DC, en mode, moi je vais apporter des pierres à l'édifice DC à chaque fois, mais pour ça je vais reprendre des idées d'auteurs, et là principalement l'auteur qui le repompe, c'est Grant Morrison, mais Scott Snyder le fait pas tellement comme Grant Morrison pourrait le faire, justement, reprendre des idées et les remixer dans quelque chose... mais en gardant l'essence de l'idée. Snyder, il prend l'idée, mais il l'augmente et il la refait complètement, en fait. Et c'est très très gênant. Et ce numéro 17 a un véritable problème, je trouve. La Justice League, en fait, dans le run de Scott Snyder, affronte la Legion of Doom. La Legion of Doom qui est dirigée par Lex Luthor. Et donc ce numéro 17 en fait est centré sur Lex Luthor. Alors du coup moi j'étais plutôt hypé parce que je trouvais que Scott Snyder écrivait plutôt bien Lex Luthor jusqu'à maintenant. Scott Snyder sur la Justice League, il a de très bonnes idées parfois, mais il les mixe, il raconte son histoire de manière parfois tellement prétentieuse que ça a un peu tendance à tout gâcher en fait dans l'exécution. Et là sur Lex Luthor en fait le numéro donc se concentre sur lui et en fait Scott Snyder nous raconte les origines du personnage, ce qui est, je trouve, pas très nécessaire, et il le fait là encore d'une façon qui consiste un peu, je trouve, à aller à reculer en fait, à revenir en arrière par rapport à tout ce qui avait été établi sur Lex Luthor et à reconstruire complètement l'identité du personnage. Et du coup, ça me dérange profondément parce que je trouve que c'est pas un travail respectueux de ce que
Enfin, ce que j'aime dans l'univers des super-héros, dans l'univers d'ici, c'est l'idée de la continuité. C'est un truc que j'adore. Et j'aime cette idée que des auteurs vont se succéder, mais chacun va apporter sa pierre à l'édifice tout en respectant ce que les précédents ont fait. Et Scott Snyder, j'ai l'impression... Sur un tout cohérent, quoi, ouais. Voilà, c'est ça, un tout cohérent. Et là, Scott Snyder, j'ai l'impression que ce qu'il fait, c'est pas former un tout cohérent, c'est refaire, tout rebâtir, tout reconstruire, comme il l'avait fait dans Batman Metal, où il reprenait des idées de Grant Morrison, mais il les reconstruisait totalement. C'est-à-dire que Grant Morrison, bon, t'as fait des trucs, ok, gars, c'était sympa ce que t'as fait, mais moi, je vais faire mieux que ce que t'as fait. Et laisse-moi et fous-moi la paix, et je vais refaire les choses. Et là, c'est pareil avec Lex Luthor. Il reconstruit totalement le personnage, et en soi, c'est pas inintéressant ce qu'il raconte sur le personnage, c'est juste que c'est exécuté et écrit d'une manière très prétentieuse en fait dans la narration, et c'est quelque chose qui du coup me dérange énormément, et enfin voilà, la Justice League de Scott Snyder est pour moi un truc, c'est mieux que Brian Hitch, parce que Brian Hitch c'était quand même, on était dans des... Est-ce vraiment bien compliqué? Ouais, voilà, c'est ça, quand on était tellement dans des tréfonds d'unité, quand tu pars de zéro tu peux forcément que monter, donc c'est pas très très compliqué. Scott Snyder a l'avantage de faire une Justice League qui est parfois très divertissante, et surtout il a des dessinateurs qui sont juste ouf. Enfin, les dessinateurs principaux c'est Jim Chung et Jorge Jiménez, et enfin c'est des... Voilà, Jorge Jiménez c'est un génie du crayon. C'est un boucher. Voilà, c'est ça, c'est la nouvelle révélation du comics pour moi. Le mec est juste... Et il a d'ailleurs au passage re-signé son contrat d'exclusivité chez DC, donc ça fait plaisir. Ouais, grave. Et en plus sur Justice League notamment. Ouais, bah ouais, sur Justice League notamment, et en plus il se met à coécrire les numéros avec Scott Snyder, ce qui empêchera pas Scott Snyder de continuer à faire de la merde, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, j'ai craché mon fiel sur la Justice League de Snyder. Ça me fait peur ce que tu dis, parce que alors moi j'ai pas lu, je me suis arrêté à Metal pour la Justice League, puisque il me semble que New Justice vient chatouiller un petit peu aussi des trucs par rapport à Metal, non? Ah bah c'est la suite, hein. C'est clairement la suite. Ouais. Et du coup, Justice League de Brian Hitch, ça avait été un non très rapidement, donc j'ai lâché, et je suis assez curieux et j'ai bien envie d'aller lire le Justice League de Christopher Priest, qui est sorti d'ailleurs en VF, là, qui est le tome 6 de mémoire. Ouais, c'est ça. J'ai bien envie de le lire, ouais. Mais la JL de Snyder, j'ai pas encore fait, et là, de ce que tu m'en dis, j'ai un peu l'impression que on part sur le syndrome, c'est pas du tout, c'est pas péjoratif, mais c'est un peu le syndrome Batman de Snyder, c'est-à-dire qu'il vient apporter effectivement sa pierre à l'édifice sans forcément trop prendre en considération et en respect ce qui a été fait avant, ou alors à s'en servir, dire c'est pas mal ça, mais attends, en fait on va faire ça comme ça plutôt parce que moi j'ai envie de faire ça et c'est mieux. Mais encore plus parce que le travail de Batman sur les New 52 qu'il a fait lui a donné une position au sein de DC, un poids éditorial assez important, puisqu'il a pu derrière faire Metal et venir mettre un grand coup de coude 3-6 noscope pour Geoff Johns et Doomsday Clock, en lui disant non mais en fait c'est moi qui pèse et c'est moi qui représente, alors qu'initialement c'était censé être un petit event de 4 mois ou 6 mois. Spoiler, ça n'a pas été le cas du tout, et du coup j'ai un peu l'impression qu'on est sur cette pente ascendante, enfin cette piste ascendante plus exactement, et que du coup on va avoir un gros Snyderisme où le mec joue. Alors ça peut être très bien parce que Snyder reste quand même un auteur talentueux, et que le fait qu'il ait des bonnes idées et que tu trouves qu'il y a des bonnes idées, ça me fait quand même compenser que le mec a pas non plus complètement pris un boulard de fou et qu'il écrit que des choses ridicules, mais bon, c'est pas forcément hyper rassurant, c'est vrai. Mais bon, je lirai quand même, hein. J'ai pas lu Justice League, j'attends la VF pour le lire, donc je lirai cette mouture Scott Snyder, mais effectivement ça fait peur. Bah disons que moi après c'est aussi que j'ai pas trop aimé, enfin j'ai pas trop aimé, non, j'ai détesté Batman Metal, surtout sur la fin, et cette Justice League là prend les mêmes contours en fait que Batman Metal, et du coup c'est quelque chose qui me dérange profondément dans tout ce que ça incarne derrière, quoi. Dramoun, tu as lu Justice League? Ou tu lis Justice League peut-être? Ou pas? Moi, je me suis stoppé une fois que j'ai appris que ça allait être Snyder. Mais après, par contre... Délit de faciès. C'est ça. Mais par contre, faut préciser un truc, parce qu'en plus, moi, je suis fan du Batman de Snyder, j'ai pas honte de le dire. Mais Snyder, faut aussi voir qu'il prend du poids chez DC, parce qu'il suffit de voir les chiffres de vente qu'il a, le mec. Bien sûr, oui. Parce non, que mais c'est pas... mais juste pour revenir, par exemple, sur février et janvier,
ou même décembre. Il s'est retrouvé, enfin ces titres Justice League font partie des meilleures ventes, si ce n'est la meilleure vente comme pour le numéro 1 et le numéro 2. Batman Metal, ça fait partie des meilleurs trades vendus. Son Batman Wolves, meilleure vente en février. Enfin, il trust les ventes aux États-Unis. Il a un carton monstre et c'est aussi pour ça que en France, on ne le voit pas du même regard que les Américains. Et c'est aussi pour ça qu'il prend beaucoup de place dans l'édition de DC. Il est complètement, comment dire, il en tire une complète légitimité par ses chiffres, Commercial, quoi. quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, non, non, ouais, ça c'est. Mais ça c'est. Enfin, après, les, de façon très poétique, j'ai envie de dire, les mecs là-bas, Didio et Jim Lee, ils sont pas non plus là pour enfiler des perles. Donc, si Snyder écrivait des trucs absolument somptueux, mais derrière ça vend pas, effectivement, il aurait pas l'envergure et le poids éditorial qu'il a aujourd'hui et qu'il a acquis par le biais de Batman, parce que son Batman New 52. Bah après, il fait aussi, il faut lui rendre honneur sur un point, c'est qu'il a fait partie des très rares auteurs des séries New 52 à assurer quasiment, parce qu'il y a quelques numéros par-ci par-là, mais quasiment l'intégralité de la série New 52 Batman, c'est Snyder, quoi. Donc le mec est pas feignant, mais et forcément tu peux pas attendre que le gars soit non plus toujours au top. Après on n'aime pas pour diverses raisons, mais oui, il a pas volé sa place, ça c'est clair, ça c'est certain. Du coup Grincheux, Justice League 17, au niveau du bac, ça se passe comment? Ça se passe bien ou ça se passe mal? Alors bah ça se passe mal, on va pas le mettre dedans. Voilà. Non mais j'ai été gentil dans l'épisode précédent, j'ai tout mis dans mon bac et là. C'est vrai. Et comme par hasard, cet épisode a souffert de problèmes techniques. Ouais, t'as vu, en fait. Et il n'y a aucune trace de cette immense bonté dont tu as fait preuve. Ouais. Quel dommage, c'est vraiment. La vie est mal faite, hein. C'est vraiment dommage. Même YouTube était pas prêt à ça. Ouais, c'est exactement. C'est ça. Le mec a fait planter YouTube. Il dit quoi, Grincheux ne grinche pas? Non, allez, c'est bon. Coupez-moi ça, arrêtez. Arrêtez bon, cette merde. Ça suffit. Ok. Eh bien, pour ma part, alors, je vais commencer par un truc. Alors, dans ma sélection, j'ai des nouveautés et je vais commencer par un titre qui n'en est pas une. J'ai envie de vous parler en premier titre de la série de Wildstorm, en l'occurrence le numéro 20, qui est sorti le 20 février, justement. C'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. The Wildstorm, c'est une série écrite par Warren Ellis et dessinée par John Davis Hunt. On en est donc au numéro 20. C'est une série qui a été annoncée et qui sera en 24 numéros, donc on arrive à la fin de la série, et c'est la modernisation et le retour de Warren Ellis sur cet univers, mais voilà, justement comme je viens de le dire, modernisé, revu et pas corrigé, mais revu et amélioré, on va dire, remis au goût du jour. Voilà, je cherche mes mots, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Et du coup, alors qu'est-ce que ça donne sans spoiler? C'est un gros kiff. C'est un gros kiff que cette série, parce que, alors, il y a pour moi déjà l'aspect un peu nostalgique qui joue, parce que forcément il ramène des personnages qui sont connus, qui sont connus de lecteurs des années 90 de la première version de cet univers-là, mais par contre les personnages sont complètement redesignés, également recaractérisés un petit peu sur quelques points et quelques traits sont un petit peu accentués de façon à se caler un petit peu au niveau de l'histoire, au niveau de la trame, mais c'est vraiment génial. Pour l'histoire, alors forcément comme on en est au 20 et qu'on va pas spoiler, et je ne spoilerai pas auprès de cette série, parce que c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à lire. Je sais pas si ça sortira chez Urban. À aujourd'hui, c'est pas annoncé, mais c'est déjà dispo. Il y a 2 ou 3 TP VO, et je ne peux que vous encourager à lire cette série. Alors, c'est du Warren Ellis en VO, donc ça va vous faire bosser votre anglais, mais c'est pas une mauvaise chose. Et on est sur on va dire une ambiance de thriller, complot politique. Il y a des enjeux, voilà, géopolitiques. Il y a de la magouille, il y a du complot. Il y a de la bagarre forcément, et c'est vraiment hyper prenant. C'est du Warren Ellis, donc ça prend son temps, ça se développe lentement, mais sûrement. La caractérisation est impeccable. Il y a vraiment des identités très fortes qui se dégagent, et on peut, je pense, à mon goût, vraiment s'attacher
à certains persos plus qu'à d'autres, mais pas forcément les mêmes pour chacun des lecteurs. Et au niveau des dessins, c'est donc John Davis Hunt que je ne connaissais pas. Et le mec est un génie de la composition. Parce que c'est très simple, ça me fait pas souvent ça, mais The Wildstorm, quand je lis Wildstorm, j'ai l'impression de vous regarder un film en fait. Au niveau des découpages, au niveau de la composition, c'est absolument époustouflant. Ce qu'il fait sur les scènes de combat, c'est complètement dingue. C'est très violent, mais sans jamais être gore ou exagéré. Enfin, c'est hyper maîtrisé. Et je suis très très fan de The Wildstorm. Donc voilà, le 20 est dans la continuité. Ça annonce plein de bonnes choses pour le dernier sprint final que je suis très impatient de lire. La série a connu quelques mois de retard là, sur les derniers numéros. Il y a eu deux ou 3 mois de retard, de décalage entre le 19 et le 20. Mais le 20 a su se faire attendre et l'attente a été largement récompensée. Est-ce que vous lisez The Wildstorm, vous les amis ? Ah, c'est excellent. Ah, on est d'accord. Ouais, moi pareil. Moi, je vais revenir sur ce que tu as dit. Par contre, c'est que déjà, c'est du Warren Ellis. Donc, Warren Ellis, c'est aussi beaucoup de phrases qui sont des fois des références à certaines œuvres, certaines séries, etc., qui ne sont pas toujours évidentes. Mais on va dire, c'est un vocabulaire assez riche, oui. Et assez soutenu. Donc, faut vraiment rester concentré et il faut prendre le temps de lire, quoi. C'est pas le numéro qu'on lit le soir juste avant de se coucher pour se faire une petite lecture très vite, sinon on a tout raté, quoi. C'est ça. Donc c'est un peu hard parfois, je l'avoue, quand on n'est pas, si on n'est pas focus sur une page et on se retrouve ah bah merde. Mais non, je te rejoins, c'est purement excellent, quoi. Et par contre, il y a un truc qui est important de préciser aussi, parce qu'on est sur une relecture et donc une modernisation d'un univers déjà existant. Donc oui, si vous avez déjà lu du Wildstorm, en l'occurrence notamment même en VF sur ce qui a été republié par Urban, vous allez avoir certains clins d'œil et certains personnages, vous allez les reconnaître, vous allez dire ah oui d'accord, lui c'était un... Mais si même par contre vous n'avez jamais lu de Wildstorm, ça reste tout à fait accessible et lisible. Ouais. Vous n'allez pas forcément justement avoir ces réminiscences et ces durs. Ah oui, ok, d'accord. Mais c'est hyper accessible. Hein. Un nouveau lecteur de cet univers-là ne sera pas paumé parce que c'est vraiment présenté et développé par Warren Ellis comme quelque chose de nouveau. Et ça, c'est hyper bien fait aussi sur ça, je trouve. Ouais, moi, c'était mon cas. Typiquement, j'ai jamais lu de Wildstorm. J'ai commencé par là, en fait. Et oui, c'est complètement hyper accessible. Et je te rejoins. Moi, c'est les dessins, en fait, qui me font grave kiffer. Je suis un gros fan de films d'action. Et les découpages des fusillades, ils sont juste complètement starbés, quoi. Pour les fans de films de John Woo, de John Wick dans les films les plus récents, vous allez avoir des érections, quoi. C'est de la balle de ouf, quoi. Le gars est complètement fou, c'est clair. Du coup, The Wildstorm 20, évidemment que ça va dans mon bac. Couverture régulière parce que c'est plus Jim Lee qui fait les variantes. Il a fait les variantes sur les, je crois, 12 premiers numéros, quelque chose comme ça, qui sont très très belles, mais plus maintenant. Donc couverture régulière, mais par contre The Wildstorm, évidemment que ça part dans le bac, direct et non négociable. Dramoun, je reviens vers toi. Deuxième titre, qu'est-ce que tu nous as choisi ? Eh ben moi, il me reste encore un numéro qui est le dernier d'une série qui s'appelle United States versus Murder, qui rentre dans le Jinx World de Bendis chez DC. Du coup, son Jinx World, qui est un peu son label plus adulte, avec des titres plus adultes. Et c'était donc du coup c'est le dernier d'une mini-série. C'est Bendis au scénario et c'est Michael Avon Oeming, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, au dessin, qui était son compère lorsqu'il avait écrit Powers à l'époque. Et c'est une mini-série où je me suis fait surprendre. Alors il y avait eu une première mini-série lors de son premier Jinx World, on va dire, il y a 10 ans, du coup par le même duo, que j'ai pas lu du tout. Et je me suis lancé dans celle-ci sans savoir qu'il y en avait une par le passé. Et j'ai été plutôt happé.
je me suis retrouvé, comment dire, j'ai été surpris par les dessins. Les dessins, alors ça va paraître assez bête comme comparaison, mais les dessins me font vachement penser à Kim Possible. Le dessin animé, D'accord. le dessin ok. animé pour enfants. Ah oui, là tu m'as surpris, là, tu vois. Là, je suis surpris. J'y attendais pas. Et ben, je retrouve ça notamment dans les cheveux, les choses comme ça, dans les yeux, etc. Et comment dire, et c'est très sympa. Ça parle en fait de comment dire. C'est en fait c'est une ville qui est tenue par par plusieurs familles mafieuses, et c'est un peu un règlement de compte entre différentes familles. Donc c'est un peu comment dire, c'est cet aspect un peu mafia, un peu parrain quoi, et un peu on va dire rébellion. Mais je vais pas trop en dire parce que je trouve que rien que le premier numéro arrive à happer le lecteur et donne envie de lire la suite. Et c'était voilà, j'attendais vraiment rien. C'est une série sur laquelle je me suis lancé juste comme ça parce que je cherchais quelque chose un peu à lire sur le moment sans trop me prendre la tête, et au Pour final voir, quoi. c'était une très belle surprise. Ouais, ben quand je me suis lancé, du coup les 6 étaient sortis et je me suis en fait enchaîné les 6 d'un coup, et c'était très très plaisant. Et j'avais jamais pas souvenir d'avoir Bendis comment dire, qui est une écriture qui paraît en fait aussi efficace quoi. C'est-à-dire que je retrouve un Bendis moins bavard que sur d'autres titres, moins bavard que sur ses autres titres Jinx World. Il est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus comment dire, beaucoup plus dynamique que les autres titres de son Jinx World actuel. Donc c'est un Bendis que je trouve très différent, et que je trouve très différent de ce qu'il fait sur le super-héros chez DC actuellement, son Superman notamment. Donc du coup, ça a été une surprise ouais, sur pas mal de points, quoi. Par contre, je peux comprendre que les dessins pourront dérouter certaines personnes, parce que voilà, on n'est pas dans du dessin réaliste, on n'est pas dans du dessin détaillé ou quoi que ce soit. Ça fait très cartoon animé. Ça fait un sacré contraste avec la noirceur de l'histoire et le sérieux de l'histoire, surtout parce que on n'est pas dans une histoire comique ou quoi que ce soit, quoi. C'est marrant parce que c'est effectivement, c'est vraiment aux antipodes, quoi. L'histoire a priori, alors je connais pas, j'ai pas du tout lu cette mini, mais avoir une histoire de mafieuse, ambiance, voilà, règlement de compte, machin, violence, mais c'est dessiné façon Kim Possible. D'accord, ok, Ah, mais ok, je- d'accord, j'invite, j'invite tout le monde en fait à ouvrir les premières pages et à se mettre comment dire, des images sur Google Images de Kim Possible, et de me dire qui voit pas une forme de ressemblance, notamment dans les cheveux ou les trucs comme ça, quoi. Alors, Kim Possible est pas aussi noir, il n'y a pas le même jeu de luminosité qu'il y a dans le titre. Mais ouais, moi, c'est vraiment l'univers qui me fait le plus penser, qui me fait le plus penser à ce dessin animé, quoi. Par contre, c'est cool si, je reviens sur un truc que tu as dit, c'est cool si le numéro 1 pose très bien le cadre et établit clairement le truc, et comme ça, c'est vraiment, t'es emballé ou pas, mais tu sais en un numéro, dans les grandes lignes, en tout cas, de quoi ça va parler, dans quoi tu t'embarques, si tu t'embarques, et ça, c'est cool parce que ça peut être le cas chez Bendis, et j'ai eu l'occasion de l'expérimenter. Souvent, les numéros 1, bah, tu t'arrives à la fin du numéro, tu dis ah ouais, ok, d'accord. Et sinon, c'est quoi le projet? On va où? C'est comment? Parlerais-tu Et de du Young coup, Justice? mince. Et du coup, c'est cool si c'est pas le cas sur cette mini en tout cas. Ouais, c'est vraiment une écriture différente. Tu vois, ce que tu parles, moi, par exemple, c'est ce que j'ai ressenti dans son Man of Steel qui est sorti. Bon, ça va bientôt faire, ça va faire 8 mois, un truc comme ça. Il y avait 6 numéros, je crois, dans Man of Steel. Déjà, il n'y a que le sixième qui, au final, qui contient tout. Il n'y a pas besoin des 5 premiers. Et en plus, tout est rappelé dans son Superman. Donc, du coup, je comprends complètement de quoi tu parles. C'est vraiment. Bendis, des fois, on est habitué à ce que ce soit un truc très lent, etc. Il place tout, on ne sait pas où ça va. Puis au final, il y a tout qui se fait à la fin. Donc, alors que là, ouais, c'est vraiment pas le cas. C'est aussi pour ça que j'ai été agréablement surpris, quoi. Mais c'est vrai que même on avait parlé de Pearl dans le dernier épisode. C'est vrai que maintenant j'aime bien Bendy sur ses titres plus adultes.
alors que j'ai beaucoup de mal sur tous ces titres super-héros actuels où il n'arrive plus à m'accrocher, il n'arrive plus à me faire continuer, alors que ouais, sur ces titres adultes, je trouve qu'il a une autre écriture qui me plaît personnellement. Cool. Grincheux, est-ce que tu avais lu toi, ou est-ce que tu as lu United States vs Murder? Absolument pas. D'accord, très bien. Merci pour cette intervention. Toujours un plaisir. Du coup, Dramoun, au niveau du bac, t'es plutôt visiblement assez enthousiaste. Est-ce qu'on met ce numéro 6 et par extension, pourquoi pas, la mini-série dans le bac? Ou dis-nous tout. Ouais, je mets le numéro 6 et toute la mini-série dans le bac. Ouais. Très bien. Cool. Merci. Grincheux, mon bon Grincheux, après avoir grinché, quel est ton second choix de grinchage ou pas? Attention, je vais peut-être faire péter la technique. Du coup, mon deuxième choix, ce sera Guardians of the Galaxy numéro 2, donc les Gardiens de la Galaxie numéro 2, relance de la série par Donny Cates et Jeff Shaw, le duo qu'on connaît pour Thanos chez Marvel, parce qu'ils ont fait un arc de 6 numéros qui était... Je connais pas. Pardon, c'était facile, excuse-moi. C'est pas grave, je t'en veux pas. Je t'aime bien quand même. Merci. Donc leur run sur Thanos, on va dire en 6 numéros, qui était vachement bien. Et puis du coup ils arrivent là sur les Gardiens, ils reposent en fait, ils arrivent dans une situation où l'univers cosmique a un peu été complètement chamboulé suite au dernier event cosmique de Marvel, Infinity Wars. Et donc ils ont la possibilité en fait de faire table rase de tout ce qu'il y a eu avant. Et bien c'est ce qu'ils font. Et ils reprennent tout simplement la formule qu'ils ont utilisée dans leur Thanos. Tout le groupe est éclaté, ils vont reconstruire tout le groupe des Gardiens de la Galaxie. C'est quelque chose de vachement enthousiasmant, de la même façon que leur Thanos avait été enthousiasmant, parce que on sait jamais à quoi s'attendre en fait. Le duo a ce talent de réussir à surprendre constamment le lectorat, et c'est quelque chose de vachement bien, et surtout d'assez surprenant au final, parce que bon, les Gardiens de la Galaxie maintenant c'est une équipe plutôt bien connue, plutôt bien installée, et là rien que dès le début, le fait que il n'y a plus que Star-Lord et Groot des Gardiens, et que tout le reste du groupe est éclaté, on ne sait pas où le reste du groupe est, et malheureusement Star-Lord et Groot vont devoir reformer une équipe pour accomplir une nouvelle mission afin de défendre la galaxie, comme à chaque fois. Et ça pose un nouveau statu quo, un aspect vraiment inédit. En plus, on est face à un Star-Lord qui, contrairement à ce qu'on a eu ces dernières années, notamment sous la plume de Bendis et de Jerry Duggan, qui était très humoristique, là on est face à un Star-Lord qui est beaucoup plus déprimé suite à tout ce qui s'est passé dans Infinity Wars. Du coup, c'est hyper intéressant. Enfin voilà, ils ont vraiment un boulevard en fait où ils se permettent de réutiliser plein de personnages qu'on pensait connaître, mais sous des nouveaux aspects. Et du coup, c'est vachement intéressant. Et en plus, on sent leur amour à tous les deux de l'univers cosmique Marvel, parce qu'ils utilisent plein de personnages de l'univers cosmique qu'on n'avait pas forcément revu depuis un petit moment. Et du coup, ça fait beaucoup de bien. Les fans du Cosmic Ghost Rider seront contents parce qu'il est dans l'équipe. Donc c'est un peu le nouveau perso à la mode chez Marvel, j'ai l'impression. Donc les fans du perso seront très contents. Et les dessins de Jeff Shaw sont assez exceptionnels. Il a un côté très brut de décoffrage dans son trait qui s'y est vachement bien. Enfin, c'est Donny Cates et Jeff Shaw, c'est un peu l'équipe rock'n'roll, je trouve, de chez des comics à l'heure actuelle, quoi. Ils sont c'est des mecs très très énervés, très punk, et ça se ressent vachement dans Guardians of the Galaxy. Attends, t'es en train de me dire, Grincheux, qu'il est possible encore aujourd'hui, en 2019, sur du super-héros, de faire un truc original qui surprend le lecteur? Ouais, c'est dingue, hein. Waouh! Mais ouais, le comics n'est pas mort. Ça va mettre des claques dans la gueule à certaines personnes. Voilà, c'est vrai, mince. C'est cool. C'est cool. Donny Cates qui, si je dis pas de bêtises, en plus c'est arrivé en VF. Oui, mais oui, je vous ai suffisamment chacun dans le collectif entendu être dithyrambique sur ce sujet. Donny Cates, c'est lui qui a l'écriture sur Venom. Ouais, c'est encore ça. En ce moment. En ce moment aux US. Ah bah toujours. Ce qui ne plaît pas à tout le monde, hein, visiblement, puisque il se fait harceler malgré tout, et nous sommes en 2019. Un auteur qui subit du harcèlement violent, puisqu'on en est même sur des bases de menaces de mort et compagnie pour le travail qu'il fait sur Venom.
Les gens sont formidables, l'humanité est belle. Mais donc du coup c'est cool, on est sur plutôt un truc a priori qui envoie du bois pour Guardian of the Galaxy. Ouais, Ramon, ouais. tu as lu ou pas? Pas du tout, mais il m'a bien donné envie de jeter un œil. J'avoue, Ah, ça c'est bien, ça fait plaisir ça. Vous voyez, je dis pas que de la merde. c'est vrai. Et alors attends, vas-y, pompon sur la Garonne. J'ai envie de dire la, la touche finale. À la fin de l'envoi, tu touches au niveau du bac Guardian of the Galaxy numéro 2 par Donny Cates et Geoff Shaw. Est-ce que ça va dans le bac ou est-ce que ça va pas dans le bac? Ah bah ça va dans le bac, hein. Complètement. Pop, 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 pop. Le monde est en émoi. Cool, ça part dans le bac, ça marche. Guardian of the Galaxy numéro 2 par Et là, le Donny podcast Cates. vient d'exploser. Voilà, ah, ça y est, nous avons perdu. Non, je ne vous entends. Hein, oui, qui sommes-nous? Ouh, Qui mon me Dieu, parle? C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ça marche, merci Grincheux. Pour ma part, deuxième titre. Donc, je vous avais dit que j'avais des nouveautés au programme. On va commencer par la première nouveauté que j'ai en stock pour vous ce mois-ci. C'est sorti au début du mois de février, le 6 plus exactement. Il s'agit du numéro 1 de la mini-série Female Furies par Cécile Castellucci et Adriana Melo au dessin. C'est donc une mini-série qui va se focaliser sur le groupe de personnages traduits en français de façon assez approximative et surprenante par les Folles Furieuses, qui est donc une troupe d'élite féminine, de soldats féminines d'Apocalypse, régie par l'extraordinaire et implacable Mamie Bonheur. Et c'est voilà, c'est le corps d'élite de Darkseid, connu pour être en tout cas le corps d'élite de Darkseid. On retrouve à l'intérieur notamment un des personnages emblématique et bien connu du public, Big Barda, mais ça n'est pas centré que sur elle. Et ce numéro 1, en tout cas, est même plus centré, à vrai dire, sur Mamie Bonheur, puisqu'on repart un petit peu en arrière. Alors on ne sait pas si la série va être vraiment orientée comme ça, mais ce numéro 1 se concentre beaucoup sur Mamie Bonheur et sur son passé, quand elle était plus jeune, avant qu'elle soit mamie. Et alors j'ai été hyper surpris, parce que, alors déjà, je connaissais pas du tout ni Cécile Castellucci, ni Adriana Melo, alors que pourtant, en creusant un petit peu après coup, après avoir lu le titre Female Furies, c'est loin d'être des débutantes, l'une comme l'autre. Cécile Castellucci, elle a notamment écrit récemment le titre Shade the Changing Girl, The Changing Girl du label, de l'imprint de Gerard Way, Young Animals. Voilà, merci, je cherchais le mot. Alors c'est vrai que j'ai pas lu, donc c'est aussi pour ça que je connaissais pas son travail, mais elle a fait plein de trucs, elle a écrit plein de choses que j'ai plus en tête, mais voilà, c'est pas une débutante. Et Adriana Melo, c'est pareil, elle a dessiné plein de trucs par-ci par-là, elle a pas été, à ma connaissance en tout cas, artiste régulière sur une série, mais elle a fait plein de trucs, elle a fait du Star Wars, elle a fait pas mal d'épisodes par-ci par-là, et donc je connaissais pas vraiment ces deux artistes. J'ai été hyper surpris, et j'ai été surpris en très bien, parce que je savais pas trop justement. J'aime bien l'équipe de personnages, je les connais pas spécialement de façon très approfondie, peut-être un petit peu plus, voilà, Mamie Bonheur et Big Barda, mais voilà, je les connaissais pas trop, et je me suis dit, ah ouais, ok, ils vont faire une mini-série sur ces persos, pourquoi pas, on verra, voilà. Et comme l'a dit un grand philosophe des années 90, j'ai donné sa chance au produit, et j'ai été pas du tout déçu, mais alors c'est même tout le contraire, j'ai été hyper emballé. Arrivé à la fin du numéro 1, je me suis dit waouh, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais pas que DC allait laisser faire un travail de ce type là sur des personnages malgré tout quand même relativement mainstream aujourd'hui. Sans absolument aucun spoiler, en fait, Cécile Castellucci présente du coup Apocalypse comme bien sûr une nation sous l'emprise de Darkseid, donc en pleine dictature. On est vraiment sur un régime tyrannique, mais elle va prendre en fait l'angle d'une nation très machiste et très patriarcale, et qui du coup est vraiment dans cette optique de domination vis-à-vis de la gente féminine. Et forcément, les Folles Furieuses étant une équipe de nanas dirigée par Mamie Bonheur, qui est une nana qui s'avère en plus dans son passé avoir été la seule femme
dans la garde de Darkseid avec des gens comme Dessad et autres. Et on voit tout ça et c'est hyper bien écrit, c'est hyper intelligent. C'est un point de vue qui est hyper pertinent et qui est en plus de ça très bien écrit. Et j'étais vachement surpris au final parce que je m'attendais pas du tout à ça, comme je l'ai dit plusieurs fois. Je pense que vous l'avez compris. Mais j'ai trouvé ça vraiment réussi. Aussi bien dans le ton, parce que c'est très juste. C'est tout à fait crédible, parce que ça se greffe, cet aspect patriarcal et domination, ça se greffe très bien dans l'image qu'on a d'Apocalypse de façon plus générale. Et tout ce que vont rencontrer et subir les personnages est tout à fait crédible et donc du coup ça donne beaucoup de poids à l'histoire et donc je suis sorti vraiment hyper emballé et les dessins d'Adriana Mello comme j'ai dit donc je connaissais pas et là aussi ça fonctionne très bien, c'est pas extraordinaire, il y a rien qui vraiment m'a complètement scotché, par contre ça fait très bien le taf, c'est hyper efficace, c'est très juste, de la même façon que le script et ça fait tout à fait le boulot. C'était difficile au niveau de la couverture de se rendre compte parce que la couverture régulière c'est Mitch Gerads qui l'a fait et en plus au passage c'est pas forcément son plus joli travail mais bon on peut pas tout le temps être au top, on peut pas tout le temps faire ce qu'il a fait sur Batman 62 par exemple ou sur Mister Miracle par rapport à Big Barda et la variante c'était Francesco Mattina qui est le variant cover attitré variant cover artiste attitré donc j'ai vraiment pris cette lecture comme elle est venue et je suis hyper emballé, il me tarde vraiment de lire la suite. Je crois que Grincheux tu l'as lu parce qu'on a eu l'occasion d'en parler rapidement. Ouais. Est-ce que tu veux compléter ça va être dur de compléter puisque tu as à peu près tout dit, on est plutôt raccord sur le contenu. Clairement oui, c'est étonnant de voir DC accepter en fait un titre comme ça aussi féministe, faut bien le dire, qui dénonce aussi durement et violemment le patriarcat, puisque on les voit pas mais on devine à plusieurs reprises des agressions sexuelles, il y a du harcèlement. Il y a des gestes, effectivement, il y a rien d'explicité parce qu'on reste sur une ligne mainstream. Le comics est dans le label DC, il n'est pas Vertigo, il n'est pas rien du tout, donc on reste sur du grand public. Mais effectivement, il y a ce côté implicite, il y a des gestes, il y a des attitudes, comme tu dis, effectivement, il y a des phrases, il y a des mots. Effectivement, c'est hyper engagé et c'est complètement ça, ouais. Ouais, mais ça fait du bien justement, je trouve, ce côté hyper implicite à de nombreuses reprises et dans les dessins aussi. Le fait que les choses soient juste suggérées, je trouve que c'est assez intelligent de la part de l'autrice. Je trouve qu'elle est vraiment maligne à ce niveau-là. Elle montre pas les choses pour pas être dans le gratuit, pour pas choquer un public féminin qui pourrait lire le titre. Au contraire, elle souligne les choses, elle les met suffisamment bien en évidence pour qu'on comprenne comment ça se passe. Et la métaphore sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui avec la période. C'est vraiment un comics de l'ère #MeToo, quoi. Et là-dessus, je trouve que c'est. Pour moi, si le niveau se maintient, ça va être un des comics les plus importants de ces derniers mois, ne serait-ce que pour son propos et son contenu. Donc vraiment, pareil que toi, j'ai très très hâte de lire la suite. Là, le numéro 2 est sorti, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc je suis vraiment impatient. Cette semaine. Ouais. Et je suis effectivement très impatient d'aller lire la suite. Dramoun, est-ce que tu l'as lu toi, Female Furies ? Moi je l'ai lu, mais je suis moins dithyrambique que vous. J'ai été assez. Très bien, écoute, ton avis ne nous intéresse pas, merci. Parce que t'es sexiste, c'est pour ça. Salut, au revoir. Du coup, alors, à l'inverse, par contre, non, blague à part, je veux bien ton avis, s'il te plaît. Si t'es. Alors, que tu sois moins dithyrambique, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas trouvé ça non plus transcendant. Je suis curieux de lire la suite, je suis curieux de savoir où ça va aller, parce que ça reste assez intéressant, mais c'est pas une série que j'ai vraiment trouvé complètement transcendante, quoi. Et le travail de Cécile Castellucci, je l'ai vraiment préféré sur les deux séries Shade qu'elle a fait dernièrement, en fait. D'accord. Je la trouvais beaucoup plus percutante. Je la trouvais beaucoup plus percutante et avec un discours qui était pareil, que je trouvais qu'il avait un peu plus d'impact. C'est peut-être aussi pour ça, mais je continuerai quand même à suivre la série avec un œil
avec un œil particulier, quoi. Et Adriana Meo, bah, je connaissais pas non plus. C'est vrai que j'ai juste vu qu'elle avait fait les dessins de Plastic Man et j'avais pas fait, Oui, j'avais jamais exact. fait gaffe. Oui, c'est vrai, exact, ouais. Mais je crois qu'elle a fait, elle a pas fait, elle a pas fait grand chose. Hein. Elle a dû faire un ou deux numéros. Hein. Je sais pas si elle a fait, si elle a fait beaucoup. Je sais plus. En fait, j'ai juste vu du coup en m'intéressant, pareil quand enfin comme je la connaissais pas, j'avais regardé et je fais ah bah ouais bah elle avait fait Plastic Man. Après, j'ai pas cherché plus que ça et mais j'avais pas lu la série donc mais voilà quoi. Mais je resterai ouais je checkerai quand même la série avec un œil averti. D'accord. Ok, ça marche. Merci pour ce complément d'avis. Pour ma part, évidemment, Female Furies numéro 1, ça va dans le bac. Et ça y reste. Et voilà. Je vous en reparlerai peut-être le mois prochain, une fois que j'aurai lu le numéro 2 rapidement. Mais en tout cas, à date, je suis très impatient et très curieux de lire le numéro 2 pour voir un petit peu vers quoi on se dirige pour cette mini-série. On attaque déjà les derniers titres de notre bac. Dramoun, pour conclure ta sélection ce mois-ci, de quoi tu vas nous parler? Je vais vous parler d'une nouvelle série qui vient de se lancer chez Vertigo, qui s'appelle High Level, qui est écrite par Rob Sheridan et qui est dessinée par Romulo Fajardo Jr. et, Quel accent et, ouais, Tu et fais Barnaby bien semblant. Barrenda. Non mais c'est... Alors je connaissais pas pour le coup. Je me suis lancé sur High Level parce que depuis plusieurs mois, quand ils ont décidé de relancer en fait Vertigo avec pas mal de... Enfin avec cette série à l'époque, j'ai regardé ça avec un œil très intéressé parce que j'ai toujours défendu du coup la période Vertigo, la période Vertigo sous Karen Berger. Et forcément, j'ai toujours trouvé que le départ de Karen Berger avait complètement, avait pas détruit le label Vertigo, mais personne n'avait réussi à le reprendre on va dire avec la même qualité. Ça fait très Aujourd'hui, mal, ça fait très mal. et aujourd'hui, Vertigo est un peu coupé en deux. Il est coupé avec l'univers Sandman, qui lui est complètement géré par Neil Gaiman. Et du coup, c'est cette série qui avait été annoncée. Ils ont souffert de beaucoup d'histoires particulières. Il y a un titre qui a été annulé notamment, celui qui parlait de Jésus, Second Coming. Il y a certains titres qui sont sortis qui étaient intéressants, qui après sont devenus un peu plus bateaux. Certains ont été annulés. Donc autant dire que ce début de Vertigo a été plutôt mouvementé et pas forcément très qualitatif. Donc forcément, premier numéro d'une série Vertigo, il fallait que je m'y intéresse et j'ai été déçu. J'ai été déçu, le pitch est assez classique. En fait, on est un peu dans un monde, avec une terre, on va dire, enfin avec des villes plus pauvres. Et avec un monde qui lui est plus élevé, avec des gens plus riches, avec plus de droits, etc. Donc je me retrouve un peu, ça me fait penser un peu à beaucoup de films qu'on peut avoir qui sont un peu dystopiques, qui sont un peu politiques, etc. Je trouve que déjà c'est pas traité de manière complètement novatrice. Rien que dans le premier numéro, j'ai l'impression de retomber sur certains discours qu'on retombe sur chacune de ces œuvres et qu'on retrouve dans les séries d'aujourd'hui et dans les films d'aujourd'hui qui traitent du même sujet. Donc j'ai pas été emballé par ça et je trouve que c'est très très verbeux pour pas dire grand chose en fait. Ça parle beaucoup pour au final j'ai l'impression de lire 5, 6, 7, 10 lignes pour rien apprendre parfois, quoi. C'est Scott Snyder qui écrit. Donc voilà. Donc j'ai été plutôt déçu. Les dessins sont très sympas. Pas forcément transcendant, mais voilà, comme tu dis, ça fait le taf et il n'y a pas de fausses notes. Mais voilà, on est dans un cliché d'une héroïne un peu inconnue, qui n'a pas vraiment de famille, qui a un job un peu spécial, à qui on va confier une tâche un peu particulière. Enfin voilà, et avec deux mondes un peu distincts, avec les gens qui veulent aller dans l'autre monde et ceux de l'autre monde qui regardent les autres un peu avec mépris. Enfin voilà quoi.
Ouais, c'est vu et revu, quoi. Au pire, c'est ça, ouais. regardez la série brésilienne 3%, vous allez sur Netflix, vous allez préférer, quoi. C'est mieux, quoi. Enfin voilà, ça a été un peu une déception, quoi. Ça va pas du tout envie de donner la suite. Je tiens à préciser, excuse-moi Dramoun, je te coupe, je tiens à préciser tout de suite, ce n'était pas un placement de produit. Ce podcast et cette émission n'est pas sponsorisé par Netflix, d'accord, hein, qu'on soit clair, qu'on ne vienne pas nous attaquer en disant oui, vous faites de la promo pour Netflix, bande de capitalistes. Non, c'est cool. Ouais, regardez Trépilium sur Arte, vous allez voir, c'est pareil. Voilà, merci, tu rétablis l'équilibre, c'est parfait, impeccable. Non, d'accord. Mais après, sincèrement, comment dire, en checkant un peu sur internet, après, quand j'ai regardé un peu les retours qu'il y avait sur le titre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites un peu américains, la série a été plutôt plébiscitée par la critique. J'étais un peu étonné. Donc si certains se lancent et apprécient, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez dedans, en fait. Je suis vraiment curieux parce que les Américains, ils sont pas comme nous, hein, tu sais. Ouais, ils aiment Snyder. Vrai, déjà ils achètent du Snyder, mais du coup, oui, si certains se lancent, sincèrement, si vous trouvez ça bien, expliquez-moi, quoi. Je reste vraiment ouvert à la discussion là-dessus, quoi. Dites-nous dans les commentaires ce que Dramoun n'a pas vu ou n'a pas compris. Aidez-le. Guidez-le sur le chemin du high level, s'il vous plaît. Faites-lui comprendre pourquoi il est con des fois. Voilà. N'hésitez pas. Il en appelle à votre compassion et à votre indulgence. S'il vous plaît. Voilà. Faites ça pour lui. Dramoun est une belle personne. Hein. Il faut... voilà. Et s'il vous plaît. Mais par contre, oui, alors effectivement, merci Dramoun. C'est un truc qu'on n'a pas précisé au début du podcast. Et c'est ma faute en tant qu'animateur. Évidemment, ce podcast est une discussion entre nous, mais c'est aussi la base d'un échange avec vous. Donc si vous avez lu les titres dont on parle, si vous avez déjà fait un AVC parce que vous avez pété un câble sur les avis qu'on a donnés sur les titres dont on a parlé et que vous avez envie de nous insulter et que vous avez déjà crié sur votre oreiller, mettez-nous un commentaire. Si vous êtes d'accord avec nous, et au contraire vous trouvez qu'on n'a pas été assez éloquent sur des titres, dites-le nous en commentaire. Interagissez, qu'on en parle tous ensemble, comme l'a dit Dramoun à très juste titre. L'idée c'est aussi qu'on puisse échanger sur nos lectures, mais tous ensemble. Et s'il y a un titre que vous avez lu au mois de février et qui vous a plu et qu'on n'a pas sélectionné parce qu'il faut le dire, on est quand même des cons, n'hésitez pas aussi à nous dire quel titre on aurait pu mettre dans notre sélection et pourquoi vous l'avez aimé. Comme ça, ça peut aussi nous dire « Ah ouais, c'est vrai que voilà, on s'est retrouvé aussi sur d'autres titres et pourquoi pas même nous donner des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ou de nouvelles perspectives. Bref, échangeons parce que lire c'est bien mais partager c'est mieux. » Ce soir, j'ai une espèce de verbe proverbial. C'est... on dirait du Jean Jaurès, quoi. C'est ok. Ouais, c'est ça, exact. Jean Jaurès, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est... voilà. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'échanger. Donc n'hésitez pas, en commentaire, dans vos partages, donnez-nous votre avis sur le podcast et aussi sur les titres qu'on aborde, que vous soyez d'accord ou pas avec nous. Le but, c'est d'en parler. Parlons-en. C'est important. J'ai pas lu moi High Level numéro 1, c'est un truc qui est complètement passé sous le radar parce que c'est vrai que Vertigo, je suis un peu comme toi Dramoun, je suis nostalgique de l'ère Karen du coup toutes les dernières sorties Vertigo, je suis pas du tout dessus, donc j'ai pas lu High Level. Je sais pas si toi Grincheux tu en as lu, vu, entendu. Mais pas du tout. Je crois que j'ai vu la cover et je me suis dit, ouais, on va passer à autre chose. Voilà, donc c'est vraiment important, s'il vous plaît, que vous aidiez Dramoun, parce qu'on ne peut rien faire pour lui, là, ni Grincheux ni moi. On peut pas l'aider. Voilà, s'il vous plaît, aidez-le. Au niveau de ton bac, Dramoun, High Level, numéro 1, lancement de série, est-ce que ça va dans le bac ou pas? Ah non, pas du tout. Je prends un bac complètement hermétique. Très bien. C'est mort. Le bac se ferme donc. Ah ouais. Dramoun ferme le bac et High Level ne va pas dans le bac. Ça marche. Merci Dramoun. Grincheux, pour la conclusion de ta sélection, qu'est-ce que tu vas choisir? Alors je vais parler de Relay avec l'accent anglais, qui est une série publiée chez Aftershock Comics, donc l'éditeur 100% numérique des comics US.
C'est donc le numéro 4 dont je vais parler. C'est une série qui a été écrite par Zach Thompson et qui a été dessinée pour les 3 premiers numéros par Andy Clark. Et là, c'est Dalibor, je ne sais plus comment. Talagic. Comment Talagic. Talagic. Ouais, j'allais dire Dalibor Tangic, tu vois. J'étais pas très très loin c'est finalement. Pas loin. Ouais, ça aurait pu passer. Comme on est sur que de l'audio, effectivement, sur un malentendu, ça passe. Voilà, c'est ça. Sur un malentendu, ça peut marcher. Relay, c'est une série de SF assez classique finalement en fait dans le pitch, puisque c'est une société qui colonise plusieurs planètes en fait, en installant sur ces planètes des relais pour complètement transformer la société en fait, et d'uniformiser son modèle et donc son point de vue. Forcément, ça fait penser à beaucoup de trucs de SF qu'on connaît déjà. Ça parle de colonisation dans les systèmes, par des sociétés qui sont surpuissantes et qui veulent diffuser leur modèle unique sur d'autres colonies. Donc là-dessus, c'est pas forcément très novateur. Là où c'est intéressant, c'est que la série, le héros de la série est en fait un agent de cette société qui va vite se rendre compte que cette société s'est construite sur un mensonge. Et la série va en fait se servir de métaphores assez actuelles sur les fake news, la diffusion de la désinformation, et comment il est plus facile de faire croire à un mensonge que de faire croire à la vérité. Et voilà, et du coup c'est une série qui est assez intéressante de ce point de vue là, même si pour l'instant je la trouve encore un poil timide. Au scénario, Zach Thompson, c'est un peu pour moi une des nouvelles révélations là, parmi les scénaristes du Comics Game. Alors d'habitude il bosse avec un binôme qui est Lonnie Nadler, et tous les deux forment un duo qui est vraiment assez excellent. Ils ont sorti là quelques séries, mais pour l'instant rien n'a été publié en France, il me semble. Et donc Relay, c'est vraiment sa série à lui tout seul. C'est Donny Cates qui l'a aidé, qui lui a filé un peu un coup de main sur les dialogues pour les premiers numéros, et là maintenant c'est bon, il file en solo. Et du coup c'est vraiment intéressant ce discours actuel sur la diffusion de la fake news. Voilà, j'attends juste de voir où ça va se diriger, voir si ça prend un peu plus de corps, de forme et de profondeur surtout, et aussi de dynamisme. Même si là, la fin du numéro 4 m'a un peu rassuré sur ce point-là. Mais j'attends encore un petit peu, mais pour l'instant c'est un bon petit coup de cœur. Après, c'est sensible, hein. Surtout aux États-Unis, cette thématique-là, les fake news et tout, on n'est pas sur un terrain hyper propice à effectivement au rentre-dedans. Alors certes, c'est aussi un engagement des auteurs à prendre et à se positionner si c'est leur volonté. Mais je peux comprendre qu'en 4 numéros, ils marchent un peu sur des œufs. Et si ça part, j'ai pas du tout lu Relay, mais le pitch que tu en as fait me donne bien envie en tout cas, notamment sur cette thématique. Mais après, je peux comprendre que voilà, le mec marche un peu sur des œufs parce que c'est pas simple quoi comme sujet à aborder, surtout aux États-Unis. Après, typiquement, je pense qu'il va vraiment embrasser cette thématique. Enfin, il a déjà commencé à l'embrasser en fait. Il faut juste qu'il l'apporte et qu'il la mette un peu plus sur le devant, parce qu'il a un peu parfois trop tendance à s'éterniser sur les atermoiements psychologiques de son héros principal, qui est pas forcément très intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, mais je pense que voilà, il va le mettre en place là. Donc je pense qu'il faut juste être un peu patient. Est-ce que le changement d'artiste, puisque du coup tu disais que les 3 premiers numéros avaient été dessinés par un artiste dont j'ai plus le nom, et là on a donc un nouvel artiste, Dalibor Talagic, est-ce que au niveau de cohérence visuelle, il n'y a pas un gros truc qui change ou qui choque? Si, il y a un gros choc, parce qu'Andy Clark, on l'a déjà vu sur du Batman de Scott Snyder pendant les New 52. Yes. C'est quelqu'un qui a un trait assez détaillé, assez pointu, et là le nouveau dessinateur c'était pas oufissime. Alors après, le problème c'est que la série, je sais pas, je pense que c'est Andy Clark qui a dû avoir du retard sur les numéros, parce que on a eu beaucoup de temps d'attente entre le numéro 3 et le numéro 4. Donc en fait, je pense qu'il y a un problème au niveau des dessins, il y a un problème quelque part dans la production du comics. Mais ouais, du coup ça fout un gros choc. Dalibor Talagic qui a pas forcément le trait aussi détaillé, aussi fin, donc c'est pas très agréable visuellement à regarder des fois. C'est aussi un des problèmes de ce numéro 4. Syndrome du retard que l'on connaît bien chez DC, que là on l'a rebaptisé de façon fort amicale et fort douce, le syndrome Gary Frank Doomsday Clock. Mais ça c'est entre nous. C'est exactement ça.
Voilà. J'aime me mettre des petits taquets et me rappeler à ma douleur de temps en temps. C'est important. Ok, ça marche. Dramoun, est-ce que tu as lu, toi, Relay, ou pas du tout? Ouais. Ah. Moi, je rejoins Simon, c'est top. Et j'espère que, pour le coup, du coup, Snorgle, qui est l'éditeur VF pour les titres Aftershock, fera le pari de le publier parce que même si le message sera peut-être pas perçu de la même manière en France, on n'a pas comment dire, cette même vision par rapport aux fake news, etc. C'est quand même, pour moi, c'est un titre qui vaut le coup, quoi. Donc, j'espère que Snorgle fera ce pari. Moi, si j'avais un conseil à donner à Snorgle, mais voilà, ça sera ma seule digression politique de ce podcast, hein, qu'on soit clair. Si je pouvais donner un conseil de communication à Snorgle, ça serait de faire une édition avec un package gilet jaune. Et là, on est bon. Et là, je pense que hop, ça trouvera sa cible tout de suite. On sera pas mal, je pense. Ok, donc en tout cas, c'est deux avis plutôt positifs sur le titre. Au niveau du bac, Ouais, je le mets. Je le mets dedans. Ouais. tu le mets. Très bien. Tu finis sur du positif, donc. Et ouais. Ça marche, merci. Pour ma part, dernier titre, également une nouveauté, je vous l'avais dit. C'est une nouveauté en plus d'un nouvel imprint. Je choisis de vous parler d'un titre qui est sorti le 13 février, qui est le premier numéro de la série Wonder Twins, écrit par Mark Russell et dessiné par Stephen Byrne. Une nouvelle sortie du nouvel imprint, comme je vous disais, Wonder Comics, et qui nous raconte donc, logiquement c'est dit dans le titre, les histoires et les nouvelles aventures des Wonder Twins que sont Jaina et Zan. Alors, par où on va commencer? On va s'asseoir, hein, on va respirer un bon coup. Alors, c'était compliqué cette série. J'en attendais pas grand chose parce que le souvenir que j'ai de ces jeunes héros est un souvenir très lointain et pas quelque chose qui m'était vraiment resté en mémoire. Donc, je suis allé par curiosité là aussi sur ce titre. Et dis donc, la déception fut grande. Autant Female Furies, ça a été le kiff total, autant là, ça m'est pas tombé des mains, mais presque. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que j'ai pas du tout été réceptif à ce qu'a voulu faire passer Mark Russell comme ambiance, comme histoire, comme mais surtout je pense en termes d'ambiance parce que c'est assez particulier. On est, un peu dans une espèce de pas de parodie mais si ouais, d'un truc très décalé. Et à la fois, il y a certains passages où on revient sur des trucs un peu plus sérieux. Et j'ai vraiment eu du mal à me positionner. Alors je pense que c'est sûr, que je vous dise pas de bêtises, c'est sûr de Mighty Blog, si ma mémoire est bonne, j'espère qu'elle est bonne. J'avais lu une review de ce titre qui était assez intéressante et qui disait que ce titre, en fait, visait surtout les nostalgiques, entre guillemets, donc on va dire les adultes aujourd'hui, qui ont connu les Wonder Twins à l'époque. Et donc ça, c'est vraiment pour venir titiller cette nostalgie, parce que c'était un petit peu dans cet esprit-là. Et forcément, comme moi, je ne le suis pas, nostalgique de ces persos, j'ai pas du tout été pris par cette fibre-là. Et à l'inverse, on est sur donc le label Wonder Comics, qui est donc voulu comme étant quelque chose de très orienté teen et lectorat plus jeune. Et là, pour le coup, cet aspect-là aussi marche pas du tout avec moi. Parce que justement, sur ce côté très parodique et très caricatural, voilà, c'est des persos. Pour faire simple, c'est deux jumeaux, donc deux extraterrestres, qui ont été ramenés par Superman sur Terre et qui essayent de vivre une vie plus ou moins normale, mais à côté de ça, ils voudraient quand même pouvoir intégrer la Justice League pour les aider. Ils ont chacun un pouvoir bien précis, c'est-à-dire que Zan peut adopter n'importe quelle forme, mais à l'état liquide. Et sa sœur, Jaina, elle, est donc, j'ai plus le mot, métamorphe.
Et en fait, pour déclencher en fait leur pouvoir, ils se font un check et ils font Wonder Twins Activate. Et là, ça déclenche les pouvoirs. C'est n'importe quoi. C'est vrai que de le pitcher, enfin voilà, c'est très particulier comme délire. Et là, sur ce numéro 1, ça se retrouve vraiment parce qu'on fait monter une menace avec un personnage que j'aime bien en plus, qui est Mr. Mickey Spitlick. Et qui est quand même un truc hyper d'envergure. Le mec fait quand même beaucoup de dégâts. Et on a un espèce de Deus Ex Machina, le truc est réglé en pif paf pouf top, 3 cases, c'est terminé, merci, au revoir, et on se revoit au prochain épisode. Et là je suis arrivé à la fin, j'ai dit ah ouais mais non en fait non, c'est pas pour moi, je ne suis clairement pas la cible, je ne me suis pas reconnu, je ne me suis pas retrouvé dans cette lecture, et donc voilà, je suis complètement passé au travers. Pour ce qui est des dessins, Stephen Byrne qui dessine fait quelque chose de très cartoony. Alors peut-être que ça renforce justement cet aspect un peu léger et parodique. Là pour le coup j'ai trouvé ça assez sympa, donc ça m'a aidé quand même à finir le numéro, parce que je pense que si en plus j'avais eu du mal avec les dessins, je serais pas allé au bout. Donc les dessins sont quand même assez sympas, mais alors oh là là, c'était j'en attendais pas grand chose, et j'en ai eu encore moins que pas grand chose au final. Donc très déçu de ce numéro 1 de Wonder Twins. Je sais pas si je donnerais sa chance au TP, comme ce que je prévois de faire pour Young Justice, mais là, ouais, non, là, c'était pas ça du tout. Grincheux, je sais que tu l'as lu, parce qu'on en avait parlé rapidement quand je vous avais fait part de ma sélection, ouais. Et je crois que tu n'es pas de mon avis. Oui, non, moi je trouvais ça sympa. J'ai passé un bon moment, ça m'a fait marrer. Moi, déjà, rien que le concept des mecs qui se font un check pour activer leur pouvoir, ça me fait marrer. Donc, voilà. En plus, il y a de quoi en même temps. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, ça se prend pas la tête. Ah, et puis il y a une blague qui ruine complètement la crédibilité de Batman, et du coup, ça m'a beaucoup fait rire aussi. Après, moi je suis déçu parce que Mark Russell, c'est un auteur que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il a toujours du discours social dans ses comics. Et là, pour l'instant, c'est vrai que sur le premier numéro, ça manquait un peu. Donc c'est vrai que j'ai été déçu de ce point de vue-là. On est vraiment sur un truc, pas prise de tête, mais du coup, je trouve qu'il lui manque en fait vraiment quelque chose. Je vais lire le numéro 2 par curiosité. Je sais pas si après je vais persévérer, mais je crois que c'est pas une mini-série. Il m'avait semblé lire que c'était une mini. Peut-être bien, c'est peut-être pas une ongoing, effectivement. Ouais, je crois que c'est une mini en 5 ou 6. Mais du coup, je pense que là, tu vois, ce que tu me dis, ça me fait réfléchir un peu, et je me remémore le numéro. Je pense qu'il y a peut-être un truc qui va viser. Alors après, ça sera à voir, mais il y a peut-être quelque chose qui va être fait, et là, ça serait effectivement très en concordance avec le public cible de Wonder Comics, donc à savoir un lectorat assez jeune, sur le côté adolescence et le passage à l'âge adulte, on va dire, et notamment tout ce qui peut être transformation physique. Voilà, sans spoiler, ils ont une particularité, cette race extraterrestre là qui est abordée dans le bouquin, et il y a peut-être quelque chose qui va être fait par rapport à ça, où là ça pourrait parler à la cible justement ado, jeune adulte, qui est un peu justement, qui peut être dans cette phase-là, dans cette phase où le corps change, et ce n'est pas sale, mais le corps change, et du coup, peut-être ça. Mais effectivement, ouais, non, par contre, en termes de social, non, j'ai pas effectivement non plus vu quoi que ce soit. Dramoun, est-ce que tu as lu, toi, Wonder Twins ? Ouais, et moi, j'ai pas trop compris pour qui c'était, en fait. Voilà, on est un peu dans le même cas. En fait, je me suis posé la question si c'était pas, si c'était pas genre une lecture jeunesse ou quoi que ce soit. En fait, ça paraît bête, mais j'avais pas le sentiment d'être le public visé, parce que. Ah, mais c'est une lecture jeunesse de toute façon. C'est le label Wonder Comics, donc. Wonder Comics a adulte, pour objectif de partir sur un lectorat plus jeune, et donc faire un truc. Ouais, mais Naomi, au final, Naomi n'avait pas ce côté trop jeunesse, quoi. Il y avait quand même, on sentait qu'il y avait quand même un peu de fond dans Naomi, et qu'il y avait quand même du potentiel pour la suite à être exploité. Là, j'ai pas le sentiment que ça va être révolutionnaire. Je vois pas trop ce qu'ils vont essayer de mettre, que ce soit comme discours social ou quoi que ce soit. Donc non, perso, j'ai pas trouvé ça nul, mais je me suis juste dit, je suis pas la cible, quoi. J'ai pas le sentiment d'être le lecteur avisé. On va où là ? On va où ?
Ouais, c'est effectivement un peu ça. Et du coup, ça me fait assez peur. Mais là, je me projette un petit peu sur l'avenir parce qu'il reste encore un titre de ce label-là à sortir, qui est le titre Dial H. Et j'ai un peu peur. J'ai vraiment un peu c'est peur. sa même Parce prise, que... ce sera forcément mauvais. Ah ouais, mais et c'est compliqué parce que bah, les dernières versions, enfin notamment la dernière version New 52 par China Mayville, c'était hyper bien, c'est génial. Il y a vraiment un truc en VO à lire. Lisez Dial H des New 52 de China Mayville, c'est génial, mais c'est très sombre, c'est hyper sombre. Alors tourner ça en jeunesse, pourquoi pas, mais ça me fait peur. Parce que si on est effectivement dans cette même approche de Wonder Twins, alors il peut en plus y avoir, parce que le délire s'y prête, un aspect caricatural et parodique, je vais pas kiffer du tout, quoi. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je vous tease peut-être une sélection d'un prochain bac. Nous en reparlerons le cas échéant. En tout cas, pour revenir à nos moutons, et en tout cas, toujours est-il à nos jumeaux, Wonder Twins numéro 1, qui est le dernier titre de ma sélection ce mois-ci, malheureusement ça ne va pas dans mon bac. Je ne mets pas Wonder Twins dans mon bac. Et comme je disais, autant Young Justice, je laisserai peut-être sa chance en TP, si j'ai un peu le temps pour lire un arc complet pour voir. Là, Wonder Twins, je suis un peu dans la position de Dramoon, c'est-à-dire que non seulement je sais pas trop à qui ça s'adresse, mais par contre, j'ai bel et bien l'impression que ça ne s'adresse pas à moi. Quelle que soit la cible, je n'en fais pas partie. Donc je sais pas. Je suis vraiment circonspect. Voilà, un mot en 4 syllabes. Mais ouais. Donc voilà, donc non, Wonder Twins, ça ne va pas dans mon bac. Et on est déjà arrivé à la fin de notre sélection et donc de cet épisode. Alors pour faire un petit récap, rapidement on va faire un récap de cette sélection-là. Dramoon, tu nous as parlé de The Magic Order numéro 6 par Mark Millar et Olivier Coipel, qui est sorti le 13 février, qui est le dernier numéro de la mini-série de Magic Order, et tu as mis ce titre dans ton bac. United States vs Murder numéro 6 par Brian Michael Bendis et Michael Avoneming, sorti le 6 février, également dans ton bac. Par contre, High Level numéro 1, nouvelle sortie Vertigo par Rob Sheridan, Barnaby Bajenda et dessiné par Romulo Fajardo, sorti le 20 février. Ça n'est pas dans ton bac. Est-ce que j'ai bon ? C'est ça. Tout à fait. Waouh, j'ai bien noté, j'ai bien écouté. Grincheux, pour ta part, tu nous as parlé de Relay numéro 4 par Zach Thompson et Dalibor Talaïk, sorti le 20 février. Ça va dans ton bac. Guardian of the Galaxy numéro 2 par Donny Cates et Geoff Shaw, sorti également le 20 février. Oh que oui, ça va dans ton bac. Et Justice League numéro 17 par Scott Snyder et Mark Morales, accompagné de Walden Wong pour le dessin, sorti lui le 6 février. Là par contre, non, pas dans le bac. C'est bien ça ? Tout à fait. Et pour ma part, je vous ai parlé de Female Furies numéro 1 par Cécile Castellucci et Adriana Mello, sorti le 6 février. C'est un grand oui dans le bac. The Wildstorm numéro 20 par Warren Ellis et John Davis Hunt, sorti et le 20 février. Et oh que oui, toujours dans le bac. Et enfin, Wonder Twins numéro 1, on vient d'en parler, par Mark Russell et Stephen Byrne, sorti le 13 février, qui, hélas, ou en tout cas, pas forcément hélas, mais qui en tout cas ne va pas dans mon bac. Un rapide point avant de conclure, messieurs, pour les gens qui ont eu le mérite de nous écouter à l'épisode 1. Est-ce que vous avez envie de revenir rapidement sur les titres que vous aviez abordés lors des précédents épisodes, lors du précédent épisode, puisqu'il n'y en a eu qu'un seul, suffisamment chaotique, pour apporter un peu plus de précision, voilà, si vous avez continué un titre ou pas. Dramoon t'en a parlé rapidement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les lectures ? Donc de mémoire, tu nous avais parlé donc de Pearl, de Prodigy et de, je ne sais plus, le troisième Criminal. titre. C'était, pardon ? De Criminal. De Criminal. De Criminal par Bob Baker. Yes. Ben, moi, il n'y a pas de changement. Le deuxième épisode de Criminal est sorti et il est tout aussi bon que le premier. Pearl, j'aime toujours cette ambiance et les dessins de Gaidos qui sont fous. Et non, Prodigy, j'ai même pas jeté le numéro 3 et le numéro 4 qui va pas tarder à sortir, je ne le jeterai pas non plus. D'accord, ça marche. Grincheux, par rapport à ta sélection de la dernière fois, est-ce que tu veux revenir sur certains titres pour appuyer ce que tu en avais dit ou pas ? Est-ce qu'il y a eu des changements ou pas ?
Moi du coup j'avais parlé d'Heroes in Crisis, ça continue à être, là on a eu un numéro, ça continue à être très très bien. Je reviendrai peut-être plus précisément sur Uncanny X-Men parce que du coup j'avais parlé de l'annual et j'avais dit que les épisodes qui étaient sortis avant cet annual étaient un peu bof mais du coup moi j'ai continué à lire la série puisque du coup là c'est vraiment une nouvelle structure narrative qui s'est mise en place avec Matthew Rosenberg au scénar et Salvador Larroca au dessin. Donc autant prévenir, au niveau des dessins c'est dégueulasse parce que c'est Salvador Larroca, les visages les tronches des X-Men ressemblent à rien et c'est de la merde à ce niveau-là. Salvador, si tu nous écoutes, hein, bonsoir. Voilà, salut Salvador, arrête, reprends des cours de dessin s'il te plaît, merci. Ou arrête de dessiner des visages, merci beaucoup. Je t'en serai reconnaissant à vie. Par contre, niveau du scénar, c'est plutôt cool. C'est pas oufissime, mais les X-Men reviennent enfin à un niveau à peu près correct. Donc ça fait un peu du bien, surtout que c'est sympa parce que c'est un casting de X-Men secondaires qui est réuni autour de 2 X-Men principaux et qu'on connaît fortement, mais autour d'eux il y a des persos secondaires qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans la série Uncanny X-Men, donc c'est plutôt sympathique de ce côté-là. Et le troisième titre dont j'avais parlé, je me souviens même plus ce que c'était. Et bien moi non plus, en bon animateur qui avait suivi, je ne sais plus de quoi tu nous avais parlé. Tu avais parlé des Heroes in Crisis, de l'annual X-Men et je ne sais plus. C'est pas très grave. Voilà. Donc 2 sur 3. Donc en tout cas, ouais, l'X-Men, ça continue. Ouais. Pour ma part, moi ça va aller vite. Il y avait donc Young Justice qui avait été une grosse déception et donc j'ai pas continué. Comme j'ai dit tout à l'heure, je verrai peut-être en TPB, mais ça sera en TPB, ça sera pas avant. Je pense pas que t'es pas obligé. Sa chance. Ah, voilà, visiblement, je suis pas obligé. C'est très bien. Ça me fera gagner du temps et de l'argent. Naomi numéro 2. J'ai pas eu le temps de le lire encore, mais je vais le faire. J'y compte bien parce qu'il est pas sorti en plus. Je suis en train de réfléchir, mais je l'ai pas lu parce qu'il est pas sorti. Ou si. Si, il est sorti. Enfin, toujours est-il il est sorti. Ouais, il est sorti. Ça marche, merci. Il est sorti, donc je ne l'ai pas lu, mais je vais le faire. Et Batman, j'ai les numéros, mais je ne les ai pas lus. Ce mois-ci, en plus, on est sur un truc un peu à part. On est sur un nouveau crossover entre Batman et Flash, qui est par contre intégralement écrit par Joshua Williamson. Donc ça m'intrigue et je vais aller voir ce que ça donne. Parce que Batman, voilà, fair enough, j'ai envie de dire, hein, c'est le Batman, ça se suffit. Mais pareil, j'ai pas encore eu le temps de lire, j'ai un petit peu de retard sur mes lectures de cette fin de mois notamment, j'ai une petite pile de choses à lire et c'est tant mieux. Voilà, je vous remercie mes chers collègues d'avoir partagé ce moment avec moi, c'était très sympathique. Merci à toi. Épisode 1.5 du Baka Comics. J'espère à vous aussi qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie et que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à l'enregistrer. Encore une fois, n'hésitez pas à faire en commentaire des retours sur le podcast en lui-même, sur le contenu du podcast. S'il y a des titres qu'on a oublié selon vous d'aborder, dites-nous en commentaire quels sont ces titres et pourquoi il aurait fallu qu'on en parle. Si vous n'êtes pas d'accord avec des choses qu'on a dites, dites-le nous en commentaire. Si vous êtes d'accord avec des choses qu'on a dites, dites-le nous en commentaire aussi, partagez autour de vous parce que bien évidemment c'est aussi l'idée, c'est qu'on en parle tous ensemble et plus on est de fous, plus on rit. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode cette fois-ci numéro 3 du Baka Comics. Messieurs Dramoun et Grincheux, merci encore une fois. Merci à toi. À très bientôt. Plaisir. À très bientôt et au plaisir exactement. Bonne soirée tout le monde. Allez, ciao. Ciao. Salut.